Beaucoup de personnes ont tendance à associer l'âge uniquement à un chiffre, comme 25, 37 ou 68 ans. Pourtant, l'âge véritable ne se mesure pas simplement par le nombre d'anniversaires fêtés, mais bien par la vitalité qui continue à habiter ton corps et ton esprit. Ce qui compte réellement, c'est la quantité d'énergie que tu conserves encore, la clarté de tes pensées et la manière dont ton corps répond lorsqu'il s'agit de bouger, de créer, d'aimer et de réaliser tes activités quotidiennes. On croit souvent que vieillir est un processus inévitable, une pente descendante à laquelle personne ne peut échapper. Mais si tel était le cas, comment expliquer qu'à 80 ans, certaines personnes rayonnent toujours d'enthousiasme, de joie et de force, alors que d'autres, à 40 ans, se sentent déjà vidées et fatiguées? La différence essentielle réside dans la façon dont l'organisme est soutenu au quotidien. Ce n'est pas uniquement une question de nourriture équilibrée, d'exercice physique ou de repos occasionnel. C'est l'art de prendre soin de soi dans sa globalité, en nourrissant à la fois le corps, l'esprit et le cœur. Imagine n'importe quelle machine ou moteur. Sans entretien régulier, il se détériore beaucoup plus rapidement que prévu. Le corps humain suit la même logique. Lorsque tu négliges de le protéger, de petits signes apparaissent. La posture change, le métabolisme ralentit, les articulations deviennent plus raides et ton énergie diminue peu à peu. Ce n'est donc pas seulement le temps qui passe qui provoque ces changements, mais bien la manière dont tu choisis d'utiliser et de préserver tes ressources vitales. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tu vis en permanence un processus de renouvellement cellulaire. Tous les 12 mois environ, près de 90% de tes cellules sont remplacées par de nouvelles. La paroi intestinale se régénère tous les 3 à 5 jours, les papilles gustatives se renouvellent en 10 jours, la peau se renouvelle en l'espace d'1 mois, et ton foie se reconstruit totalement en 45 jours environ. Autrement dit, ton corps n'est pas un objet figé comme une statue. Il s'agit d'un système vivant en remodelage constant, une véritable œuvre d'art biologique qui se réinvente à chaque instant. La qualité de cette reconstruction dépend des nutriments que tu lui fournis, mais aussi des signaux internes, hormonaux, émotionnels, nerveux, qui orientent ce travail invisible. Beaucoup de personnes comprennent qu'il est important d'apporter des protéines et des graisses de qualité, mais peu réalisent que ces éléments sont inutilisables sans la présence des bons messages biologiques et psychologiques. Ainsi, ne considère pas ton organisme comme un objet qui s'use inévitablement avec le temps. La vérité est que, bien souvent, nous ne lui donnons pas les conditions optimales pour se réparer, se régénérer et exprimer tout son potentiel. Le corps est conçu pour retrouver son équilibre, pour renaître et pour accompagner une vie pleine d'énergie, de plaisir et de relations épanouissantes, à condition de lui offrir l'attention et l'amour qu'il mérite. Imagine que tu ressens une douleur persistante au niveau d'un genou et que tu décides de consulter un médecin. Après quelques examens et radiographies, on découvre que ton genou droit présente une usure évidente, alors que le gauche reste en très bon état. Comment expliquer une telle différence alors que tous deux ont exactement le même âge chronologique? La réponse réside dans l'univers invisible de la signalisation interne. Un genou a reçu les conditions nécessaires pour se réparer, l'autre non. Le vieillissement accéléré et les processus de dégénérescence apparaissent surtout lorsque les cellules ne bénéficient pas du soutien dont elles ont besoin pour se renouveler. Cela se produit chaque fois qu'il y a un déséquilibre entre les différents types d'appuis essentiels à l'organisme, ou lorsque ce soutien est incomplet. De là naît une interrogation fondamentale. Savons-nous vraiment ce dont le corps a besoin pour rester fort, mobile et en bonne santé? La majorité des gens ne saisissent qu'une partie du processus, et très peu connaissent ce que j'appelle la triade de la santé. Beaucoup réussissent à mettre en pratique 1 ou 2 éléments de ce système, mais il est rare que les 3 piliers soient honorés en même temps. Le corps a des exigences précises, et je veux souligner ce mot. Exigences. Ce ne sont pas de simples recommandations, ni des conseils optionnels.
encore moins des activités que l'on pratique quand il reste un peu de temps libre. Ce sont des besoins impératifs, comparables aux lois de la nature. De la même façon que la gravité agit toujours, ces nécessités corporelles fonctionnent en permanence, que tu les respectes ou non. Ces exigences s'organisent en 3 grandes catégories interdépendantes. Les besoins chimiques, qui concernent la qualité de l'air que tu respires, des nutriments que tu ingères et de l'eau que tu bois. Les besoins structurels, qui englobent la mobilité, l'alignement, la souplesse, mais aussi la manière dont tu utilises ton corps dans la vie de tous les jours. Les besoins émotionnels, liés à l'équilibre intérieur, aux relations saines, aux pensées constructives et à la capacité d'aimer et d'être aimé. Ces 3 dimensions n'agissent jamais de manière isolée. Elles sont profondément reliées, s'entrecroisent et s'influencent mutuellement. Ce qui se passe dans une partie de ton être a toujours des répercussions sur les autres. En y réfléchissant bien, tu te rends compte que certaines de tes habitudes quotidiennes nourrissent et renforcent ton organisme, lui donnent plus d'énergie, de vitalité et améliorent ta qualité de vie. À l'inverse, d'autres comportements l'épuisent, créant un terrain propice à la fatigue, à l'usure prématurée et à la perte de santé. L'équilibre dépend donc des choix que tu poses jour après jour, choix qui construisent ton avenir physique, mental et émotionnel. Commençons par les facteurs chimiques, qui correspondent à la biochimie de ton organisme. Le premier besoin est évident, te nourrir avec les nutriments appropriés. La manière la plus efficace d'y parvenir est de privilégier des aliments naturels, frais et non transformés, riches en vitamines, minéraux et composés essentiels à la vie. Cela inclut les viandes de qualité, les légumes variés, les graisses saines, les graines, les fruits secs et tout ce que la nature nous offre directement, sans passer par des procédés industriels qui appauvrissent leur valeur. Une autre stratégie puissante pour équilibrer ta biochimie est le jeûne intermittent. Il ne s'agit pas d'une pratique extrême ni d'une privation, mais simplement de réduire la fréquence à laquelle tu manges. L'erreur la plus courante est de multiplier les repas, parfois jusqu'à 6 par jour, ou de grignoter sans cesse. Pour la majorité des personnes, l'idéal se situe entre 1 et 3 prises alimentaires dans une fenêtre de 6 à 12 heures. Cet espace de repos permet au corps d'équilibrer 2 mécanismes fondamentaux. Lorsque tu manges, tu stockes de l'énergie. Lorsque tu ne manges pas, tu nettoies, tu élimines et tu utilises tes réserves. Ce cycle, naturel et ancestral, donne à ton organisme l'opportunité de se purifier et de se régénérer correctement. Mais l'être humain ne vit pas uniquement de nourriture. Il a aussi besoin de respirer un air pur, de boire une eau de bonne qualité et, dans la mesure du possible, de limiter son exposition aux produits toxiques. Le corps possède des systèmes sophistiqués de détoxification face aux substances chimiques, aux métaux lourds et à d'autres agents nocifs. Cependant, lorsque la charge toxique devient trop élevée, ces mécanismes sont débordés et l'équilibre s'effondre. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, il est judicieux de compléter l'alimentation avec des suppléments nutritionnels. La réalité est que la plupart des gens ne mangent pas correctement et que, même en faisant des efforts, la qualité des aliments actuels n'est plus celle d'il y a un siècle, en raison de l'appauvrissement des sols et des méthodes modernes de production. Parmi les compléments les plus utiles, on retrouve les huiles de poisson, les minéraux et les vitamines. L'idéal est de rechercher des produits complets et de haute qualité qui fournissent non seulement les matériaux nécessaires à la construction de nouvelles cellules, mais aussi les catalyseurs indispensables pour que les signaux internes de ton organisme fonctionnent harmonieusement. À ce niveau, nous parlons de processus moléculaires, absolument essentiels pour soutenir la vie. Toutefois, il ne s'agit pas seulement d'apporter et de construire. Il existe aussi des facteurs qui retirent de l'énergie et de la vitalité. La dégradation chimique du corps survient principalement lorsqu'il manque des nutriments essentiels. Certes, on peut survivre pendant des décennies avec des carences, mais tôt ou tard, les problèmes apparaissent.
souvent après 40, 50 ou 60 ans. Un autre grand ennemi de la santé est l'excès alimentaire. Dans nos sociétés modernes, on consomme trop et trop souvent. Pourquoi? Parce que les aliments transformés dominent les habitudes alimentaires. Ces produits sont généralement chargés de sucres raffinés et d'huiles végétales industrielles qui non seulement manquent de nutriments, mais qui, en plus, créent une dépendance. Ils sont consommés non pas pour nourrir le corps, mais pour modifier un état émotionnel, comme une drogue qui calme un vide intérieur. En conséquence, la personne mange au-delà de ses besoins réels, tentant de compenser l'absence de véritables nutriments. Le résultat de cette spirale est un déséquilibre glycémique. En abusant d'amidons et de sucre, le corps entre dans un cycle de pics et de chutes énergétiques qui finit par provoquer une résistance à l'insuline et, à long terme, des troubles métaboliques. Tout est relié. Chaque choix que tu fais influence ton énergie, ta clarté mentale et même ton état émotionnel. C'est pourquoi, après avoir exploré le pilier chimique, il est temps de nous tourner vers le deuxième pilier, la structure. Et dans ce domaine, un élément fondamental de la vie se révèle incontournable, le mouvement. Se mouvoir régulièrement est indispensable pour maintenir non seulement la force physique, mais aussi l'activité cérébrale. Plus le rangot de mouvement est large et varié, plus les récepteurs des tissus sont stimulés, et plus de signaux sont envoyés au cerveau. En réalité, environ 90% des signaux qui gardent le cerveau actif proviennent directement de l'activité physique. Il est essentiel de considérer le mouvement comme un mode de vie, et non seulement comme une simple séance d'exercice. L'idéal est d'intégrer de petites actions répétées tout au long de la journée. Se lever régulièrement, marcher quelques minutes, monter les escaliers, s'étirer, faire quelques squats devant une chaise. À cela s'ajoute ce que nous appelons habituellement faire de l'exercice. Mais la véritable base repose sur le maintien d'une activité corporelle constante. En complément, il est extrêmement bénéfique de pratiquer des activités organisées plusieurs fois par semaine. L'objectif recommandé est de faire de l'exercice au moins 3 fois par semaine, en consacrant environ une demi-heure par session. Dans ces séances, il est possible d'augmenter l'intensité. Entraînement avec charge, routine de résistance et exercice cardiovasculaire. Lorsque tu mets ton corps au défi avec des mouvements plus exigeants, il répond en se renforçant et en s'adaptant. Plus la variété est grande dans tes routines, mieux c'est. Les mouvements complexes génèrent des connexions plus riches dans le cerveau, le rendent plus résistant et contribuent à le maintenir jeune, alerte et actif. Beaucoup ignorent que les ajustements chiropratiques peuvent être des outils puissants pour stimuler le cortex frontal du cerveau. D'autres pratiques très recommandables incluent le pilate, le yoga et les exercices de renforcement du corps. Ces disciplines améliorent la flexibilité et la force de la colonne vertébrale, ce qui est crucial car la majorité des récepteurs envoyant des signaux au cerveau se trouvent précisément le long de celle-ci. L'ensemble de ces stimuli est désigné par un terme technique, l'afférence. En termes simples, ce sont les signaux qui parviennent au système nerveux et qui représentent l'énergie nécessaire pour maintenir le cerveau vivant et actif. Une partie essentielle de ces signaux est constituée des signaux proprioceptifs, qui indiquent au cerveau où se trouve chaque partie du corps par rapport à la gravité et comment elle se déplace. Grâce à ces informations, le cerveau peut coordonner les fonctions corporelles et activer les processus de réparation nécessaires. À l'opposé, l'absence de mouvement entraîne la détérioration de la fonction structurelle. Un mode de vie sédentaire, avec de longues heures passées assis, limite fortement l'arrivée de signaux positifs au cerveau. C'est un problème souvent mentionné par les chiropracteurs, mais dont peu de personnes réalisent l'importance réelle. Rester assis trop longtemps favorise la perte des courbures naturelles de la colonne vertébrale, en particulier la courbe cervicale, l'une des plus essentielles. Ces courbes ne se forment pas par hasard, elles se développent dès la petite enfance, d'abord lorsque nous levons la tête, puis lorsque nous commençons à marcher. Ce n'est que si la colonne conserve sa structure naturelle
qu'elle peut se mouvoir correctement et transmettre des signaux de qualité au cerveau, garantissant ainsi la santé et la vitalité globale de l'organisme. Aujourd'hui, l'une des menaces les plus répandues pour la posture est ce que l'on appelle le coup technologique ou coup du texte. Il s'agit de l'inclinaison vers l'avant de la tête, provoquée par l'usage constant des appareils électroniques. Il suffit de lever les yeux autour de soi. De nombreux jeunes présentent déjà cette posture caractéristique. Même si tu n'as ni enfants ni petits-enfants, tu reconnaîtras probablement ce problème chez des proches. Cela montre bien qu'il s'agit d'un phénomène de plus en plus courant dans nos sociétés modernes. Un autre aspect crucial concerne les mouvements répétitifs. Lorsque nous abusons d'un même schéma de mouvement ou d'exercice, certains circuits du corps sont surchargés tandis que d'autres restent sous-stimulés. Le cerveau reçoit alors des signaux limités et développe des patrons neuronaux simplifiés, ce qui le rend moins flexible et moins résistant. À l'inverse, lorsque nous pratiquons une grande diversité de mouvements, les schémas neuronaux deviennent plus complexes et le cerveau gagne en résilience et en adaptabilité. D'où un principe fondamental: utilise-le ou perds-le. Toute capacité qui n'est pas exercée finit par s'affaiblir, puis disparaître avec le temps. Ce principe ne concerne pas seulement le sédentarisme, mais également les blessures. Bien souvent, le tissu corporel se répare, mais si la mobilité est limitée et que le champ de mouvement se restreint, le cerveau ne reçoit plus les signaux corrects. Dans ce cas, le vrai problème n'est pas la blessure elle-même, mais le schéma compensatoire qui persiste après la guérison, privant le cerveau de la stimulation nécessaire pour rester sain. Nous arrivons ainsi au troisième pilier de la santé, la dimension émotionnelle, la lettre E. Il ne s'agit pas uniquement de recevoir du soutien émotionnel des autres, mais de tous les facteurs internes qui donnent un sens et une direction à la vie. Des questions profondes se posent. Sens-tu que ta vie a de la valeur? Perçois-tu un but ou une mission? Ce but n'a pas besoin d'être monumental ni relayé par les médias. Il peut consister à élever une famille, à contribuer dans une entreprise, à soutenir une cause ou simplement à laisser une petite empreinte positive dans le monde. Tout ce qui confère direction et signification à ton existence contribue directement à ton bien-être. Il est également essentiel de maintenir des liens sociaux, cultiver des amitiés, partager des moments avec d'autres et expérimenter des connexions qui nous font sentir accompagnés. Le contact avec la nature est tout aussi vital. Passer du temps à l'extérieur, s'exposer au soleil, marcher parmi les arbres ou simplement rester en silence dans un environnement naturel aide à restaurer l'esprit et le corps. De nos jours, beaucoup de personnes ont perdu la capacité de s'arrêter et de rester en calme. Des pratiques comme la méditation, la prière ou des exercices de respiration profonde permettent de retrouver un état de sérénité, favorisant la guérison et l'équilibre intérieur. Un autre facteur déterminant est le repos. Bien dormir n'est pas un luxe, mais une nécessité biologique pour se régénérer, réfléchir et offrir au corps le temps de réparation dont il a besoin. Le problème est que nous vivons dans une course constante, éteignant les incendies de la routine quotidienne. À la fin de la journée, nous cherchons seulement des distractions rapides, sans jamais atteindre ces moments de calme véritable, qui régénèrent profondément. Enfin, un concept extrêmement puissant est le détachement. Apprendre à lâcher ce que l'on ne peut pas contrôler, se libérer des charges émotionnelles et ne pas s'accrocher à ce qui nous épuise, ouvre l'espace nécessaire pour que la vie se remplisse de paix, de sérénité et de bien-être. Le détachement est souvent mal compris. Certaines personnes pensent qu'il signifie ne plus se soucier de rien ou devenir indifférent. Ce n'est pas le cas. Le véritable détachement consiste à diriger son attention et son énergie vers ce qui compte vraiment, tout en laissant aller ce qui ne sert pas notre santé, notre équilibre et notre épanouissement. Tu peux avoir des rêves, des objectifs et des désirs, tout en pratiquant le détachement. Ce qui change, c'est ton orientation mentale. Tu cesses de gaspiller ton énergie sur des situations ou des personnes qui ne méritent pas ton attention. Par exemple,
Tu ne réagis pas aux insultes d'un inconnu. Et tu ne laisses pas l'attitude d'un autre conducteur dans le trafic ruiner ta journée. Cette énergie, que tu perdais auparavant, peut désormais être conservée pour ton bien-être et partagée avec les personnes et projets qui comptent vraiment pour toi. Il est également essentiel de cultiver activement des émotions positives plutôt que d'attendre qu'elles apparaissent par hasard. Il s'agit de chercher la joie de manière intentionnelle, de remarquer les aspects positifs de la vie et de pratiquer la gratitude. Faire de la place pour la créativité, qu'il s'agisse d'un passe-temps, d'une activité artistique ou de toute forme d'expression personnelle, est une autre façon puissante de nourrir l'esprit. Et bien sûr, consacrer du temps à des loisirs sains est aussi important que le travail ou la discipline. À l'inverse, certains facteurs émotionnels épuisent, réduisent la vitalité et accélèrent le vieillissement. Le plus courant est le stress chronique, qui peut se manifester par des tensions émotionnelles, des problèmes financiers ou des conflits sociaux. Peu importe le nom que l'on donne à ce stress, toute situation qui te fait te sentir mal génère des effets physiologiques négatifs dans ton corps. La science a démontré comment la solitude et l'isolement peuvent voler la joie et affecter profondément la santé. De plus, vivre emprisonné dans des émotions telles que la peur ou la colère signifie maintenir ton organisme en état de lutte ou fuite. La colère prépare le corps à se battre, même si le combat n'a jamais lieu, tandis que la peur le maintient en alerte permanente, comme s'il devait constamment fuir un danger imminent. À cela s'ajoute un phénomène très contemporain, la surobstimulation. Aujourd'hui, nous vivons entourés de notifications, de nouvelles en continu, de téléphones qui sonnent sans cesse, d'écrans émettant une lumière bleue et d'ordinateurs que nous laissons allumés pendant des heures. Tout cela augmente le bruit mental, surcharge l'esprit et rend difficile l'accès à un état de calme intérieur. Toute émotion négative répétée fréquemment contribue au stress et réduit notre qualité de vie. Des sentiments tels que la culpabilité, l'inquiétude ou le ressentiment ne sont que quelques exemples de cette érosion émotionnelle. La liste est longue, mais le résultat est toujours le même. Ces émotions génèrent de la souffrance et consomment ton énergie vitale. L'une des outils les plus puissants pour contrer le stress et le chaos quotidien est d'apprendre à observer tes émotions. Si tu te rends compte que tu es coincé dans le tumulte de la journée, tu peux utiliser ton téléphone à ton avantage. Programme une alarme ou un minuteur pour te rappeler de t'arrêter et d'évaluer ton état émotionnel. Quand il sonne, fais une pause et demande-toi « Comment je me sens maintenant ?» Si tu constates que tu ne te sens pas bien, agis immédiatement. Respire profondément 2 ou 3 fois, change ton focus et fais quelque chose pour interrompre le schéma négatif. La clé est de reconnaître le stress et de modifier ta réaction avant qu'elle ne devienne une habitude. Le lobe frontal agit comme un véritable superviseur du cerveau. Il organise, régule et inhibe certaines fonctions lorsque c'est nécessaire. Environ 90% de ces actions sont inhibitrices, ce qui signifie qu'il désactive ou module certaines fonctions corporelles pour maintenir l'équilibre. Si le lobe frontal ne fonctionne pas de manière optimale, comme une ampoule faible qui ne peut pas émettre assez de lumière, il n'inhibe pas correctement ses réponses. Le résultat ? Une activation chronique des fléchisseurs, une posture voûtée et une tension constante dans le corps. Aujourd'hui, avec le phénomène du coup du texte, beaucoup de personnes adoptent déjà ce schéma et il tend à s'aggraver avec l'âge. Au-delà de l'apparence physique, cette posture voûtée contribue à la perte des courbures naturelles de la colonne vertébrale, essentielles pour le mouvement, la répartition du poids et la transmission correcte des signaux vers le cerveau. Maintenir ces courbures est crucial pour la santé intégrale du corps et de l'esprit. La tête humaine pèse à peu près autant qu'une boule de bowling et sa position sur la colonne vertébrale est déterminante pour le flux de signaux vers le cerveau. La majorité des récepteurs qui transmettent des informations sur le mouvement se trouvent dans les articulations de la colonne, notamment dans la partie supérieure
appelée colonne cervicale. Lorsque cette courbe est préservée, la tête oscille naturellement à chaque pas et à chaque respiration, contribuant ainsi à une signalisation constante vers le lobe frontal. Si la courbe cervicale se perd, la tension augmente sur ces structures et le nombre de signaux envoyés au cerveau diminue. Moins d'informations signifie que le lobe frontal a moins de capacité à inhiber correctement certaines fonctions, générant un cercle vicieux de stress et de détérioration posturale. Un autre aspect critique que le lobe frontal régule est le stress chronique. Bien que le stress à court terme soit nécessaire à la survie, lorsqu'il se prolonge, il devient destructeur. Le stress soutenu entraîne la libération de cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol augmente la glycémie, stimule la production d'insuline et provoque des envies alimentaires. Avec le temps, cela peut conduire à une résistance à l'insuline et accroître l'inflammation dans le corps. De plus, sous stress chronique, le corps cesse de prioriser la réparation. Lorsqu'il est en mode survie, l'attention se concentre sur survivre au moment présent, plutôt que sur la régénération des tissus ou l'optimisation des fonctions pour l'avenir. L'excès de cortisol contribue à la dégradation des tissus. Ils s'affaiblissent, les ecchymoses apparaissent plus facilement et la récupération devient beaucoup plus lente. Pour contrer le stress chronique, interviennent les stimulateurs du nerf vague, qui activent la branche parasympathique du système nerveux autonome. Le système nerveux comporte deux branches principales. La branche sympathique, responsable de la réponse de combat ou fuite. Elle augmente le rythme cardiaque, la tension artérielle, le tonus musculaire et le niveau de glucose, préparant le corps à réagir face à un danger. La branche parasympathique, chargée de ralentir ses réponses, de favoriser le calme et d'activer des fonctions essentielles telles que la digestion, la réparation des tissus, le système immunitaire et la reproduction. La majeure partie de cette fonction passe par le nerf vague, qui s'étend de la tête au cou, jusqu'à la cavité abdominale, régulant les organes digestifs et immunitaires. Le problème survient lorsque le stress devient constant. L'hyperactivité du système sympathique consomme des ressources et limite l'action du parasympathique, ralentissant la digestion, la guérison, la régénération cellulaire et l'activité immunitaire. C'est pourquoi stimuler le nerf vague est devenu une stratégie pour réactiver ses fonctions lorsque le parasympathique est affaibli. Cependant, il est important de comprendre la programmation naturelle du corps. Chaque fois qu'un danger est détecté, le corps émet un signal immédiat qui active la réponse de survie. C'est la base de l'équilibre nécessaire entre alerte et récupération pour que notre organisme fonctionne correctement. La beauté du corps humain est qu'il est conçu pour gérer le stress intelligemment. Lorsque le système sympathique s'active, que l'on peut imaginer comme l'accélérateur du corps, nous sommes automatiquement préparés à lutter ou à fuir. Mais notre organisme est encore plus intelligent. À chaque activation de l'accélérateur, le frein, c'est-à-dire le système parasympathique, se désactive automatiquement. Cela a du sens. On ne voudrait pas accélérer et freiner en même temps. Cette activation du sympathique est conçue pour être brève. Dès que le danger disparaît, le lobe frontal, le centre exécutif du cerveau, entre en action. Il reçoit des informations de tout le corps et envoie un signal d'inhibition à l'accélérateur, indiquant « Ralenti, nous pouvons nous détendre maintenant ». Cela permet au parasympathique de se réactiver, rendant possible la digestion, la réparation des tissus et la réponse immunitaire normale. Ce mécanisme fonctionne de manière naturelle et parfaite. Mais dans le monde moderne, nous vivons avec un stress constant. Le système parasympathique est affaibli et beaucoup de personnes ne parviennent pas à freiner par elles-mêmes. C'est de là qu'est née l'idée de dispositifs appelés stimulateurs du nerf vague, qui cherchent à activer le parasympathique artificiellement. Le problème est que, même si le dispositif active le frein, le corps perçoit toujours un danger et maintient l'accélérateur actif. Cela signifie que nous accélérons et freinons en même temps, générant épuisement et confusion dans le système nerveux.
La solution la plus efficace consiste à aider le corps à activer ses propres systèmes naturellement. Des mouvements adaptés, de l'exercice physique, des ajustements chiropratiques et des activités qui stimulent le lobe frontal permettent d'éteindre l'accélérateur consciemment, d'activer le parasympathique et de restaurer l'équilibre de manière sûre. Enfin, un autre rôle que régule le lobe frontal est l'état émotionnel. Il ne modère pas seulement le stress ou l'activité physique, mais influence aussi nos sentiments, équilibrant nos émotions et maintenant notre bien-être mental et émotionnel. En général, l'une des fonctions les plus importantes du lobe frontal est de désactiver ou d'amortir les états d'humeur négatifs et les pensées anxieuses. Lorsque ce lobe perd de la force, comme une ampoule faible, il ne parvient plus à éteindre les pensées anxieuses, dépressives ou les préoccupations persistantes. Ainsi, tout stimulus émotionnel que nous pourrions normalement gérer devient écrasant, et cette voix constante dans la tête refuse tout simplement de se taire. Un autre rôle essentiel du lobe frontal est d'inhiber les stimuli secondaires, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour de nous et qui n'est pas pertinent pour la tâche que nous réalisons. Un bruit, un mouvement, un oiseau à la fenêtre ou toute petite distraction peuvent devenir des interférences si nous ne savons pas les filtrer. Lorsqu'un tel phénomène devient chronique, l'attention se disperse facilement, et cela peut se manifester dans des conditions telles que le TDA ou le TDAH. Même les stimuli les plus minimes, comme un grincement, un ventilateur ou la présence d'une mouche, peuvent devenir irritants pour ceux qui ne parviennent pas à atténuer efficacement ces signaux. L'incapacité à inhiber correctement ces signaux complique également le maintien du calme et de la concentration, affectant la performance dans des tâches importantes ou des situations de crise. De plus, cet excès de stimuli contribue à maintenir le système sympathique activé, générant des réponses d'alerte constantes et du stress. La quatrième fonction clé du lobe frontal est l'inhibition de la douleur. La douleur n'est pas perçue directement dans les tissus, mais interprétée par le cerveau à partir des signaux envoyés par les nocicepteurs. Lorsque le lobe frontal fonctionne correctement, il décide quels signaux méritent attention et lesquels peuvent être ignorés. Si cette fonction est affaiblie, l'inhibition de la douleur diminue, ce qui peut contribuer à des syndromes de douleur chronique. On observe ce phénomène, par exemple, dans des blessures anciennes qui n'ont pas complètement cicatrisé. Toute petite sensation dans la zone lésée peut s'amplifier et être perçue comme de la douleur. De plus, cette hypersensibilité peut s'étendre à des stimuli du quotidien qui ne seraient normalement pas gênants. La lumière, les sons, les odeurs, le contact léger des vêtements, une couverture, les chaussures ou même la chaise sur laquelle nous nous asseyons peuvent devenir inconfortables ou douloureux. Cela se produit parce que le cerveau ne filtre pas ou n'atténue pas correctement les signaux non pertinents, générant une surcharge sensorielle constante. Si les signaux corporels n'ont pas de pertinence, le cerveau devrait pouvoir les désactiver. Lorsque cela ne se produit pas, survient l'hypersensibilité et la perception des stimuli, normalement anodins, devient amplifiée. Ici se révèle l'interconnexion de tous les facteurs que nous avons analysés, chimiques, structurels et émotionnels. Le cerveau est le régulateur central de tout le corps, et le lobe frontal agit comme son exécuteur principal. Sa fonction principale, environ 90%, consiste à désactiver, calmer et atténuer les réponses inutiles. Lorsque le lobe frontal perd de la force, ce qui peut se produire à cause d'une combinaison de mauvaises habitudes, de stress, de blessures, d'alimentation inadéquate et d'émotions négatives, son effet tampon diminue, laissant le corps et l'esprit plus vulnérables aux distractions, au stress et à la douleur. Rompre ce cycle de stress, de douleur et de surcharge sensorielle nécessite une approche intégrale. Manger des aliments frais, complets et naturels, contrôler le stress, méditer, pratiquer des exercices de respiration, bouger régulièrement, rire, lire des contenus positifs ou regarder un film amusant sont autant de stratégies essentielles. Mais il ne suffit pas de les appliquer occasionnellement. Le mouvement doit être intégré dans la vie quotidienne. Marche,
Monte les escaliers, fais des pompes, des squats, des étirements ou des sauts en étoiles. Lève-toi fréquemment de ta chaise et crée un style de vie qui maintient ton corps en activité constante. De plus, les ajustements chiropratiques peuvent être un outil précieux, non seulement pour soulager la douleur, mais aussi pour stimuler le cerveau, en particulier le lobe frontal. Des recherches récentes, menées au cours des 10 ou 20 dernières années, ont confirmé ce qui était déjà pressenti. La chiropratique influence la fonction cérébrale, la régulation du stress et l'activation des systèmes nerveux. Le point le plus important est d'aborder tous les facteurs simultanément, chimiques, structurels et émotionnels. Il ne s'agit pas de tester une action isolée et d'attendre des résultats immédiats. Manger une carotte, faire un seul exercice ou rire un instant n'est pas suffisant. La clé consiste à fournir un environnement complet, incluant une alimentation adéquate, un mouvement régulier et un bien-être émotionnel, créant ainsi un système intégré qui soutient la santé, la vitalité et la longévité. En adoptant ces habitudes de manière cohérente et soutenue, tu offres à ton corps l'environnement nécessaire pour se réparer et se renforcer naturellement. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas adorer la prochaine. Et si tu souhaites vraiment maîtriser ta santé en comprenant profondément le fonctionnement de ton corps, assure-toi de t'abonner, d'activer la cloche et les notifications pour ne manquer aucun contenu capable de transformer ta vie et d'améliorer ton bien-être.